Donc nous voilà sur le PC pour que je puisse vous présenter donc logiciel de, de préparation de fichiers STL, hein, donc on appelle un slicer. Donc le logiciel que moi j'utilise c'est Litchi Slicer, donc je suis en train de lancer. Il existe bien sûr pléthore de slicers. Euh, donc il y a Litchi Slicer, il y a Chi2Box, il y a le logiciel natif de Creality. Donc c'est Alot quelque chose, je me souviens plus. Donc il est là de toute manière. Non, il est là, voilà. C'est celui-ci. Alotbox, voilà. Euh, Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Alotbox, bon je l'utilise pas parce que clairement il est buggé. Euh, il plante relativement souvent. Chi2Box est très bien, mais par contre, nativement, il n'exporte pas les fichiers préparés au format pour la Alot One. Donc du coup, je peux pas l'utiliser, ou alors faut l'utiliser, mais d'une manière un peu particulière. Et donc Litchi Slicer, celui-ci est relativement bien, il est même bien. Il exporte au format pour la Dotbox. Par contre, il a un petit défaut. C'est que bien que gratuit, si on veut l'ensemble des fonctionnalités vraiment très précises et très pointues du logiciel, il faut donc s'abonner pour avoir l'ensemble des fonctionnalités. Bon, mais moi je l'utilise sans l'ensemble des fonctionnalités et il est déjà très très bien. On retrouve toutes les fonctionnalités dont on a besoin sur un slicer. Je rappelle ce qu'est un slicer. Donc un slicer, to slice en anglais, ça veut dire découper. Et donc le principe d'un slicer, ça va être de préparer le fichier. Donc on va pouvoir en effet le placer correctement virtuellement sur le plateau de l'imprimante, hein, pour pouvoir préparer l'impression. On va pouvoir également placer les supports s'il y a besoin pour que l'impression soit correcte. Et le fichier va être ensuite découpé en tranches, hein, en images. Hein, je vous montrerai ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc ce sont les images qui sont projetées à l'écran pour solidifier les couches les unes après les autres afin de constituer votre impression. Donc je vais vous présenter très rapidement Litchi Slicer. Donc par quoi je pourrais commencer? On va commencer par le menu tel qu'il se présente. Donc vous avez ici votre imprimante, enfin votre plateau et votre volume d'impression. Donc on peut paramétrer Litchi Slicer en fonction de l'imprimante que l'on possède. Il suffit de cliquer ici sur imprimante 3D. Donc vous avez vu, j'ai rajouté ici mon imprimante, mais on peut très bien en rajouter plein d'autres. Certaines sont déjà incluses, d'autres on n'exporte que les fichiers 3D, ou d'autres sont classés par marque. Donc par exemple, je peux très bien prendre la Elegoo et allez, la Elegoo Mars 3, toc. Et donc si je la sélectionne, voilà, donc elle est sélectionnée, il n'y a pas de souci. Et ben il va paramétrer déjà la taille du plateau et le volume d'impression correspondant donc à cette imprimante. Alors là, j'ai bougé, alors attendez, hop, j'ai mis en vue frontale, et donc du coup il a zoomé directement sur le plateau. Donc voilà. Bon, moi mon imprimante, alors je vais supprimer là et l'égout parce que ce n'est pas mon imprimante, moi j'ai la Creality. Donc voilà, alors, comme on peut voir, quand même, l'impression est un peu plus petite. Là, ce sont des fichiers préétablis pour tester des éléments, hein, donc des formes, un cube, un cercle, un cône, un cylindre, un donut, on va dire, un prisme, un cube avec des lettres imprimées, et ici un petit piou-piou pour tester son imprimante. Donc voilà, ça, c'est donc la librairie qui est ici.
Ici, vous avez l'historique de vos impressions. Le magasin, bah, c'est pour s'abonner ou changer sa licence par rapport à Litchi Slicer. Ici, vous avez les éléments sélectionnés pour la création et le paramétrage de votre impression. Je vais revenir dessus, mais vous avez la marque de l'imprimante, la marque de la résine avec ses spécificités. Ici, la hauteur de l'impression, l'estimation du temps d'impression. Alors, avant, elle était disponible et depuis une mise à jour de Litchi Slicer, maintenant, j'ai plus le temps d'impression pour mon imprimante. C'est quand même bizarre. Et ici, l'estimation du volume de résine utilisé pour l'impression. Donc voilà pour l'écran principal. Et ici, vous avez un menu Home pour revenir à la vue par défaut de l'impression. Ici, vous avez un petit cube qui permet de naviguer pour voir les différentes faces du plateau. Mais on peut aussi également naviguer avec les boutons de la souris, puisque avec le bouton droit, on fait les rotations. Et en cliquant sur la molette, on déplace sur le plan. Et en faisant rouler la molette, on peut jouer les zooms. Donc voilà pour les fonctionnalités de base tel qu'il est là. Donc pour aller plus loin, on va aller chercher un fichier STL. Alors on va prendre quelque chose d'assez simple. Yoda, hop. Voilà. Donc ça c'est un fichier STL, hein, donc de Grogu, alors de Baby Yoda. Donc j'ai importé le fichier STL. Il le met directement sur le plateau de l'imprimante tel quel, hein, sans aucune préparation. Alors ce que vous pouvez constater déjà, c'est qu'il y a des zones. Si je sélectionne mon objet, donc il devient bleu. Donc là il n'y a pas de souci. On constatera que les zones, lorsque je désélectionne, j'ai des zones qui sont rouges. Les zones qui sont rouges correspondent à des zones qui sortent de la zone d'impression. Quand je sélectionne dessus, vous voyez, ils sont striés en noir. C'est parce qu'elles sortent de la zone d'impression. Alors, une fois qu'on a appliqué notre modèle d'impression, je continue à vous présenter très rapidement Litchi. Ici, vous avez donc trois niveaux, hein, la disposition, la préparation et l'exportation. On va dire que ce sont les trois phases de préparation réellement du STL. Alors cette zone-là, l'éditeur d'objet, je ne maîtrise pas vraiment. Ici, vous avez l'objet n'a pas de problème structurel, ça veut dire qu'il n'a pas de trou, il n'a rien. Dans le cas où il avait un souci, il serait rouge et Litchi Slicer peut, dans la majorité des cas, réparer l'objet et donc on peut le travailler. Sur la gauche, vous avez ici le nombre d'objets sur le plateau, donc ici on n'en a qu'un. Hein, mais si on en avait plusieurs, on pourrait les sélectionner ou bien les masquer. Hein, vous voyez, il est toujours là, mais là j'ai masqué. Ici, vous avez des outils différents. Donc vous avez la sélection pour sélectionner l'objet. Organiser, ça permet de déplacer l'objet sur le plateau, hein, pour le placer de telle façon à ce qu'il soit parfaitement imprimé. Là par exemple, vous voyez, j'ai seulement fait une rotation de mon STL, ce qui m'a permis qu'il soit complètement dans le volume d'impression sans souci. Déplacer ici, alors organiser, c'est vraiment pour organiser sur le plateau. Déplacer, c'est vraiment on déplace le STL dans les trois dimensions. Et vous avez ici d'autres éléments, donc on peut le placer avec des coordonnées, hein, X, Y et Z, hein, en millimètres par rapport à la hauteur du plateau, enfin millimètres ou en pouces. Ici, vous avez des fonctionnalités automatiques, hein, vous pouvez soit le centrer, soit le poser directement sur le plateau, soit le remettre à la position d'origine, enfin, la position qu'il considère être comme la position d'origine, hein, c'est pas toujours très juste.
Et vous avez ici une disposition automatique, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs objets sur le plateau, en cliquant sur disposition automatique, il va optimiser la disposition des différents objets pour que l'espace du plateau soit utilisé au maximum et qu'il n'y ait pas d'interaction entre les objets si vous avez plusieurs éléments, pour pas qu'ils se touchent les uns par rapport aux autres. Ensuite, vous avez l'outil de rotation qui va permettre de faire différents types d'orientation. Alors ici, vous avez les rotations classiques, hein, donc qui se présentent sous forme de boule. Cette zone-là va vous permettre de faire une rotation sur le plan sur lequel se trouve votre fichier. Hein, donc si j'oriente là, si je prends cette zone-là, ce sera toujours la face où je suis. La boule, en revanche, celle-ci, permet de faire des rotations dans les 3 dimensions, mais elle sera toujours fixe par rapport à l'objet. Donc celle-ci va permettre de faire la rotation sur l'axe X, si je ne me trompe pas. Celle-ci, c'est l'axe Y, il me semble. Oui, enfin pour moi X, ça serait plutôt bleu. Ça serait plutôt cet axe-là. Oui, c'est ça. Ça serait plutôt X. Y, Z. Vous avez donc la possibilité toujours de réinitialiser l'orientation, hein, revenir à la base. Et vous avez également ici un bouton orientation automatique. C'est-à-dire qu'un programme, alors je suis en train de chercher le nom mais je m'en souviens plus, un programme va analyser l'objet et va l'orienter de manière optimum pour l'impression. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Toc. Donc voilà, donc il l'a orienté de manière à être optimisé par rapport à l'impression. Alors parfois ce que lui considère comme optimisé, c'est pas forcément ce que nous on va considérer comme optimisé. Là par exemple, alors l'orientation automatique permet ici, alors vous voyez là il l'a orienté encore différemment. Donc tout ce qui est automatique, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ensuite vous avez orienté par rapport à une face, c'est-à-dire que vous voyez là j'ai un petit point vert qui apparaît, une petite flèche verte qui apparaît, vous voyez. Et ça va être la zone que je vais vouloir mettre face au plateau. Donc si je clique sur cette zone là, hop, il va me l'orienter là au plateau. Si je clique sur cette zone là, hop, c'est celle-là qui va être face au plateau. Par exemple, si je veux que ça soit le visage qui soit face au plateau, hop, voilà. Et ensuite, j'utilise pas forcément tout. Vous avez celle-ci, c'est orienté sur un objet, c'est donc on oriente un objet par rapport à l'autre, si je me trompe pas. Et ça, c'est l'orientation automatique. Pareil, hein, ça revient à peu près à ce qu'on avait vu tout à l'heure dans l'orientation. Ensuite, vous avez l'échelle. Donc l'échelle, comme son nom l'indique, ça permet de définir la taille de l'objet que vous souhaitez imprimer. Il y a certains objets qui sont beaucoup trop grands pour le slicer. Je dois en avoir un d'ailleurs pour vous montrer. Toc toc toc. Là, je vais reprendre. Ça doit être celui-ci. La Alita, voilà, que j'avais imprimé. Donc hop, on masque Baby Yoda. Alors vous voyez, je vous disais tout à l'heure, si un fichier est endommagé, il apparaît en rouge. Donc là, c'est clairement le cas. Donc vous voyez, le fichier est en rouge. On clique sur réparer le modèle 3D. Et il n'a pas été réparé parce que je crois que c'est moi qui avais assemblé les différentes pièces pour faire une seule figurine. Et comme j'avais fait moi-même, j'ai dû faire des erreurs dedans. Mais bon, ça va peut-être quand même pouvoir nous servir comme exemple. Donc vous voyez ici, l'objet est beaucoup trop gros. Il dépasse du plateau de partout. Donc il y a possibilité de cliquer sur ajuster au plateau. Et hop, voilà, il l'ajuste pour que tout rentre dans la zone d'impression. On a également la possibilité
de changer la taille. Si par exemple je voulais, je vais la remettre, voilà, je veux l'imprimer à 50%. Voilà, c'est à 50% que je voulais le faire. Ou je crois que la dernière fois je l'ai fait à 45%. Il me suffit de rentrer ici 45 et il me recalcule toutes les mesures à 45%. Donc voilà pour les échelles. On va faire réapparaître notre Baby Yoda. Donc lui qui est à 100%, mais je pourrais très bien l'ajuster au plateau. Toc. Donc il va me le faire un petit peu plus petit pour avoir plus de place. Mais alors, je vais regarder juste un truc. Si je le bouge comme ça, là j'ai un petit peu plus de place. Est-ce qu'il va me l'agrandir? Voilà. Donc c'est vraiment par rapport à la surface qui est prise. Donc orienter son objet avant de définir l'échelle, c'est quand même, malin. C'est plus important. Ça permet de mieux se rendre compte de ce qu'on a. C'est quelque chose de toute manière qui arrive avec l'expérience. Pour continuer sur le menu, ici nous avons donc la duplication de l'objet, c'est-à-dire qu'il va multiplier l'objet à l'identique. Donc on peut soit également lui dire garder l'organisation telle qu'elle est là, ou bien réorganiser le plateau en fonction du nombre de copies. Symétrie, bah on va créer une symétrie de l'objet. Voilà, hop, on le bouge. Suivant ce qu'on veut faire, ça peut être pratique par contre pour si on a, je sais pas, je dirais n'importe quoi, une aile ou un bâtiment, par exemple un bâtiment en 3D. Qu'on veut imprimer, puis tout compte fait dans notre diorama, ça serait mieux qu'il soit dans l'autre sens. Bah, on a la possibilité d'utiliser l'outil symétrie pour faire un effet miroir de notre objet. Mesurer, ça permet donc de mesurer un point à un autre. Voilà, sauf que, vous voyez, la mesure entre deux points, c'est uniquement avec l'abonnement pro. Bah, je m'en souvenais pas. Donc bah voilà, ça, vous avez déjà une des limites. Après pour mesurer, voilà, on sait que en tout cas de hauteur totale, et elle fait cette taille là. Ensuite, traitement, c'est quelque chose qui a été mis dernièrement à jour avec la dernière mise à jour de Litchi, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et en fait, magie derrière, ça permet d'automatiser toute une série d'opérations. Donc qui peut être intéressant pour les débutants, mais je trouve pas forcément toujours très optimisé. Là par exemple, voilà, ça va orienter automatiquement l'objet, ça va mettre les supports de manière automatique, optimiser les supports, donc les placer et les renforcer les uns les autres de telle façon à économiser de la résine, créer des groupes de supports pour la même raison, vérifier les assises. Alors ça, les assises, c'est les surplombs et tout ce qui doit être supporté. Et ça, c'est, on décide de la taille des supports. Alors ça, c'est un peu le défaut de toutes ces automatisations, c'est qu'il ne va pas définir s'il faut un support fin, un support moyen ou un gros support. On sélectionne la taille des supports et il va tout faire par défaut. Donc par exemple là, si je le fais, juste pour vous donner un exemple de ce que ferait le logiciel, donc là il va calculer. Voilà. Mais il n'a pas réussi, ouais, là, typiquement, il n'a pas réussi à le faire pour que ça rentre dans l'espace. Alors, si on réinitialise l'échelle, c'est-à-dire je le rends plus petit, je le mets à l'échelle d'origine, on va recommencer pour voir s'il y arrive. Voilà, hop, il calcule tout. Il a réorienté le Yoda. Il a mis les supports. Le plateau. Voilà, donc voilà ce que lui... Alors vous voyez, en plus, il a optimisé le truc, mais il l'a dépassé. Alors comme je vous dis, quand je vous dis que les éléments automatiques, c'est pas forcément génial, bah là vous voyez, vous en avez vraiment un exemple typique. Alors est-ce que je pourrais rattraper le coup? Même pas sûr, même pas sûr, même pas sûr. Non, non, là, voilà, tout est automatique et pourtant je peux même pas rectifier le coup. Donc, on va aller le rechercher et recommencer. Toc, voilà. Notre Yoda. Échelle, toc, toc, échelle. Ah non, j'avais dit que de toute manière même, pour l'organiser, il suffisait de le tourner et tout rentrer.
Voilà. Donc, on a notre fichier STL. Maintenant, on va le préparer. Alors, il y a quelques règles à se souvenir. Alors, pour vous rappeler les règles et comment ça fonctionne, je vais vous montrer quelque chose qui est pratique sur l'Ishi Slicer. Donc, c'est le simulateur. Donc, voilà. Donc là, ça simule l'impression. Donc, l'impression, elle va se faire comme ça. Toc. Donc, à l'envers. Toc. Donc, votre impression va se faire comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Parce que, en fait, on va aborder un principe assez important sur l'impression. C'est le principe des îlots. Alors, qu'est-ce que c'est un îlot? Un îlot, c'est un élément que vous allez imprimer, mais qui n'est pas solidaire de la base. N'oublions pas que la gravité est vers le bas, donc tout ce qui n'est pas rattaché à la base lorsque c'est imprimé va rester au fond du bac, tout bêtement. Alors, typiquement, hop, on redescend. Donc, on a ici, hop, vu du dessus, l'image, hein, la tranche. Ou alors peut-être vu du dessous, non, ça se voit pas. Va falloir que je fasse autrement. Peut-être image, ouais, voilà. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc en fait, alors, là c'est l'impression. Donc l'impression elle va se faire, comme je vous disais, comme ça. Et cette impression, c'est les tranches. Et les tranches, en fait, elles vont... C'est ces images-là, là, ce que vous voyez là. C'est les différentes tranches qui vont être faites pour imprimer le fichier. Alors évidemment, quand on les voit comme ça, hein, on a beaucoup de mal à se dire que ça va donner un Yoda. Mais ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça. En fait, si on regarde ici, on a les premières couches. Hein, donc vous avez ici le plateau. Et ici, ce qui va être polymérisé. Donc vous voyez que tout est sur le même endroit, il n'y a pas de souci, ça reste attaché au plateau, bon ça évolue. Et puis hop, ici là, vous avez de la résine qui va être polymérisée. Mais si en revanche, elle n'est pas rattachée au plateau, et ben ces petits morceaux-là vont rester au fond du bac. Ce qui correspond ici au niveau de la simulation au début de la main. Vous voyez, c'est pas rattaché du tout au plateau. Vous avez le plateau ici, vous avez les éléments ici. Et bah quand ça va se soulever, contrairement à la simulation là où ça monte en même temps, en fait ces morceaux là ils vont rester au fond du bac, ils vont pas être attachés au reste de la figurine ou de l'objet que vous imprimez. Et ça va rester au fond du bac, hein, tout bêtement. Hein, même la manche encore, si là ça va, c'est rattaché. Donc pour pallier à ce problème là, il faut faire des supports. Alors, donc maintenant, on va préparer notre figurine. Donc pour cela, il faut aller dans la section préparation. C'est ce qui va permettre de faire différentes opérations pour préparer donc le fichier à l'impression. Donc ça se présente, vous avez ici les grandes familles d'outils, on va dire, puisqu'on a tout ce qui concerne le support, tout ce qui concerne l'assise. Ça, j'y reviendrai dessus un petit peu plus tard. Les vidages, donc ça c'est pour... on va le faire d'ailleurs, hein, c'est pour... au lieu d'imprimer votre figurine en plein pour économiser de la résine, on va la faire en creux. Et ça c'est la visibilité, ça permet de sélectionner au niveau des supports, comment on les voit à l'écran, est-ce qu'on les voit en entier, juste les pointes la base, juste les pointes, ou les zones de contact. Et ici, à chaque coup que vous sélectionnez un outil, vous avez donc à droite la palette d'outils qui correspond à la zone que vous avez, enfin à la catégorie que vous avez sélectionnée. Donc on va commencer par les supports. Donc pour les supports, vous avez différentes formes de supports. Bon, dans la version gratuite, vous avez que les cônes. Vous avez la possibilité de paramétrer ces supports. Donc la possibilité, le diamètre du support, le diamètre de la pointe et la longueur de la pointe.
Les mini supports, on reviendra dessus tout à l'heure. Vous avez la taille des supports, fin, moyen, gros, ou bien vous pouvez encore les personnaliser. Vous avez ici la possibilité de générer automatiquement les supports. Ici pour les créer manuellement. Ici les îlots, c'est les éléments dont je vous ai parlé qui doivent être absolument rattachés au plateau. Alors, je vais vous montrer comment les identifier, mais il y a possibilité de les détecter directement. Là, si je fais le détecteur de minima et d'îlots, donc là il va calculer. Alors le temps de traitement dépend de votre machine, de la mémoire que vous avez et des éléments qui tournent derrière. Là j'ai le logiciel de capture d'écran qui tourne, donc ça prend un peu de ressources. Voilà, donc il a détecté 10 minima que je peux afficher. Et donc voilà, ce sont tous les points rouges que vous pouvez voir. Alors donc voilà, il y en a là au niveau des mains. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la main qui apparaît toute seule sans support. Il a détecté, je pense, voilà, au niveau des oreilles. Là, je m'en doutais un peu. Le reste, bah non, a priori, il n'en a pas vu d'autres. Hein. Donc les mains et les oreilles essentiellement. Donc ce sont des minima ou on appelle ça des îlots. Donc là il peut les détecter. On peut, si on le souhaite, ajouter des supports de manière automatique pour les minima. Donc là voilà, hein, il les a placés automatiquement. Donc on peut faire comme ça, mais on peut également les placer manuellement. C'est ce que je vais vous montrer. Donc ici, vous avez un petit curseur, hein, je vous l'ai montré. Ça montre donc l'évolution de l'impression 3D. Donc n'oubliez pas, on est à l'envers par rapport à la réalité. La réalité, je vous rappelle, c'est ça. Donc ne pas oublier que force de gravité, elle est dans l'autre sens par rapport au plateau. Donc ça c'est à garder à l'esprit lorsqu'on fait l'impression. Donc on va déjà identifier les minima à imprimer. Donc vous avez vu qu'on a fait une détection des minima. Donc les minima aujourd'hui, enfin maintenant, se trouvent avec des points rouges sur les zones. Donc on sait que à ce niveau-là, on va en avoir. À ce niveau-là, on va en avoir un aussi. À ce niveau-là, on va en avoir. Et à ce niveau-là, on va en avoir aussi. Bon. Donc là, on peut s'aider avec ça. Sinon, moi, ce que je fais, généralement, je me mets en dessous. Et j'utilise sur mon clavier flèche du haut. Et comme vous pouvez voir, ça fait monter le curseur ici. Et tant que je vois rien qui apparaît tout seul, ça veut dire que c'est toujours dans la continuité de mon impression. Vous voyez, hop, l'impression là elle se fait tranquille. Donc tout ça, hop, voilà, tout ça c'est bien d'un seul bloc et c'est rattaché au plateau. Donc il n'y a pas de souci. Quand je vais commencer à monter, vous voyez, hop là, il y a quelque chose qui est apparu ici. Donc je zoome, je regarde ce que c'est. Alors je peux aller un petit peu plus loin et en fait je vois, c'est le début de la main. Vous voyez, les morceaux apparaissent tout seuls, ils sont rattachés à rien. Donc ça en fait, si on met pas un support pour le rattacher au plateau, ça sera jamais imprimé. Alors pour ce type de support, pour des petites choses comme ça, j'ai tendance à utiliser des supports moyens. Donc hop. Là, je vais en mettre un là. Là, j'ai un îlot qui apparaît. Je vais mettre un autre support là. Et donc, vous avez compris le principe.
hop, là j'ai un support qui apparaît là. Là, vous voyez, là, il n'est pas... Si je zoome, hop, vous voyez, il n'est pas associé. Il a beau être proche, il n'est pas associé. Donc, je vais rajouter ici un support. Et donc, comme ça, il faut faire toute l'impression, comme ça, pour vérifier les éléments qui apparaissent tout seuls. Donc là, attention, hein, je ne parle... Alors, vous voyez, là, j'ai vu... Hop, je vais revenir un peu en arrière. J'ai vu là, alors que je faisais pousser mon impression, j'ai vu ici qu'il y avait un élément qui était apparu tout seul. Donc pareil, hop. Je regarde à quel moment il apparaît. Ah, il apparaît là. Toc. Je mets un support. Donc là, attention, hein, là je mets des supports uniquement pour les îlots. En aucun cas ça suffira. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment, sur un modèle très simple, j'identifie la présence d'îlots. Alors là, par exemple, voilà, c'est ça. L'oreille, elle commence à pousser à cet endroit-là. Donc, je recherche quelle est... Hop, je vais zoomer un peu. J'oriente, voilà. Je vais retirer ce support-là. Et donc... Voilà, donc c'est ici que ça apparaît en premier. Et donc, voilà, je continue à faire pousser. Alors, je reviens de temps en temps en arrière hein, pour vérifier que j'ai rien oublié. Hop. Non, là, ça pousse toujours dans la continuité. Il n'y a rien qui est tout seul qui apparaît. Voilà. Donc, on pourrait se dire, ok, ça y est, j'ai mis mes supports pour les îlots. Donc, je suis tranquille, tout est rattaché au plateau. Je pourrais imprimer. Bah, en fait, non. Je vous rappelle, par rapport à ma dernière vidéo, je vous ai dit que l'impression 3D, il y avait deux règles physiques à laquelle on ne pouvait pas se soustraire. Et celle qui va nous intéresser là, tout de suite, c'est la gravité. Donc, je me remets dans ma simulation. Hop, je me mets de telle façon à ce qu'on voit quand même bien. Voilà. Donc, on repart. Ça s'imprime, voilà. Donc, pour l'instant, c'est un tube. Hein, si on schématise, ça c'est un tube. On a nos éléments ici, là, qui sont bien soutenus. Ok, pas de problème. Ah, là, on commence à avoir un élément qui apparaît, qui n'est pas dans la continuité. Mais pourquoi pas? Et ici, ça se rejoint bien. Ok, sauf que, je vous rappelle que à chaque coup que l'imprimante monte une couche, elle force au niveau du FEP, ici, lorsqu'elle se décolle. Donc vous avez un décollement qui a lieu ici. Ce décollement va tirer donc sur la surface, et ce qui peut se passer, c'est que à ce niveau-là, ça soit décalé par là à cause de cette succion. Et donc que ça se déforme, que ça se déforme. Donc il faut également prévoir des supports pour pallier à ces déformations, pour garder donc la forme et que quand ça va se rejoindre, surtout ça se rejoigne là où c'est censé se rejoindre. Donc là c'est un peu, il n'y a pas de règle, faut juste réfléchir à où est-ce que ça risque de se déformer, où est-ce que faut que je le soutienne pour pas que ça se déforme. Donc là c'est un petit peu au jugé, j'ai pas de règle à vous donner. Après, ce qui peut vous aider, c'est tout ce qui est sur plomb. Faut le soutenir. Hein. Tout ce qui est en jaune quadrillé, faut le soutenir la plupart du temps. Et donc, dans ce cas-là, on place des supports. Alors,
faut pas trop charger. Sinon, bah, faut savoir que les supports, ça fait des marques. Voilà, disons que là, moi, je mettrais ça. Je mettrais au niveau des mains, hop. Alors, j'espère que je vous donne pas mal au cœur, mais c'est pas super facile à naviguer pour voir les choses. Hop. Là, je mettrais quand même un support ici. J'en rajouterai un. Oh, quoique, peut-être pas dans le creux de la main. J'en mettrai peut-être juste un ici pour que la main soit soutenue en milieu de course. Dans la manche, là, j'en mettrai éventuellement un. Hop. Voilà, pour que le cercle ici se déforme pas, j'en mettrai éventuellement un là ici. Là, sous la manche, j'en mettrai un. Alors, après, il faut essayer de les placer de telle façon à ce que ça soit relativement discret. Donc, dans les plis, par exemple, ça se prête bien. Là, j'ai quand même... Voilà, il y avait peut-être un îlot que j'ai pas vu, mais bon, comme c'est un surplomb... Je vais mettre des supports. Alors là, il est possible, là j'ai mis des supports moyens. Généralement, sur ce type de support-là, on peut peut-être éventuellement mettre... Hop, alors attendez. Hop, je sélectionne celui-là. On peut éventuellement mettre un... Alors on peut modifier la taille des supports en les sélectionnant et en les changeant. Vu la taille et vu qu'il est très bien tenu, puisqu'il est à même le plateau, je mettrais bien des supports fins là pour ces surplombs-là. Toc. C'est pas très épais, pas très important, c'est vraiment pour le guider. Toc. Voilà. On va continuer. Hop. Alors pareil, les oreilles, je vais peut-être en mettre un peu plus quand même, pour être sûr là que l'effet de ventouse ne déforme pas l'oreille lors de l'impression. Là c'est pareil. Hop. De quoi tenir la main. Alors je dis pas que c'est absolument parfait ce que je fais, hein, mais le principe en tout cas il est là. Là on a un surplomb, donc je vais éventuellement le soutenir. Là pareil, on a un petit surplomb ici. Un petit surplomb ici. Un autre là. Voilà. Là l'oreille. Toc. Voilà. Alors on peut éventuellement en mettre un là. Vous voyez, il peut placer des... Hop, je vais vous montrer. Il peut placer des supports directement. Au lieu de les relier au sol quand il n'y arrive pas, il peut très bien les mettre en intérieur, comme ça, vous voyez, directement. Le support va s'appuyer sur la statue. Enfin, sur l'objet que vous imprimez. Donc voilà, bon, il y a moyen d'optimiser. Mais bon, là, c'était pour vous montrer un peu le principe. Alors là, alors, je vais vous montrer un autre élément, là, puisqu'on y est. Là, vous voyez, il me fait un mini support. Hop, je vais zoomer pour vous montrer. Hop. Toc, mini support. C'est vraiment un tout petit support. Donc, voilà le principe des supports. Ce qu'il faut se souvenir, c'est toujours supporter les îlots. Ça, c'est indispensable. Et ensuite, réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait pour que ma pièce, est-ce qu'elle tient bien au plateau? Et qu'est-ce que je dois mettre pour que s'il y a une force exercée sur la pièce qui est en train sur la zone qui est en train d'être imprimée, comment la consolider pour pas qu'elle se déforme lors de l'impression. Et après, bon, on a la possibilité encore de rajouter... on n'est pas obligé de quadriller les surplombs, mais bon. Donc, voilà pour ce qui est de placer les supports. Ensuite, l'autre élément pour économiser de la résine, là par exemple, si je clique sur estimer le volume de résine, vous
Voilà, pour imprimer cette pièce-là avec les supports, ça va me mettre presque 65 millilitres de résine. Et il estime que ça me coûtera 2,01 € parce que j'ai rentré le prix de la résine que j'ai utilisée. Ça, c'est dans les paramètres. On peut rajouter la résine et le prix, le type de résine et le prix, et également l'épaisseur des couches. Puisque ça se paramètre sur Litchi Slicer. Et pour la Lot One, par contre, le reste, le nombre de couches surexposées et la durée d'exposition, ça se paramètre sur la machine. C'est la particularité de mon imprimante. Donc, presque 65 millilitres de résine. Il y a moyen d'économiser de la résine d'une manière très simple. C'est d'imprimer en creux. Comme vous voyez ici, là, toute la statue, tout l'élément est imprimé en plein. Donc pour imprimer en creux, on va dans la section évidage. Alors, vous avez l'évidage 3D, ça c'est réservé à la version Pro. Donc on ne l'abordera pas. Les bloqueurs, c'est pareil, c'est dans la version Pro, donc je ne pourrais pas vous la présenter. Les évents, ça ce sont les trous qu'il faut faire pour éviter l'effet ventouse. Ça on va revenir dessus après. Et vous avez ici donc l'évidage 2D. Donc, on clique sur évidage 2D. On active l'évidage. Et donc vous voyez, après c'est en temps réel, il vous montre ici la façon dont il a évidé la pièce. Alors quand vous évidez une pièce, vous avez ici des éléments. Alors vous avez l'épaisseur. L'épaisseur ici, c'est l'épaisseur qui correspond à la paroi. Donc suivant la pièce et la taille de votre pièce, bah, vous réglez. Hein, généralement 2 mm c'est déjà bien. Le remplissage 20%, ça c'est le taux de maillage que vous allez utiliser. Vous voyez, là je viens de... Parce que c'est pas complètement vide. En réalité, il y a une sorte de maillage à l'intérieur pour garder la structure. Et donc le remplissage, c'est le taux de maillage que vous allez avoir. Hop, voilà. Et le mur de remplissage, ça c'est pareil, c'est un peu la taille de vos mailles. Bien. Donc généralement, moi je laisse 2 mm la paroi et je remplis à 20-25% à peu près. C'est ce que j'utilise moi. Maintenant, un nouveau problème apparaît quand on évite une pièce. Bah, ce problème, je vous en ai parlé également, c'est l'effet ventouse. C'est-à-dire que on va revenir sur notre simulation 3D. Ici, on a donc notre imprimante qui va imprimer un peu comme ça, là, voilà. Et n'oublions pas, voilà, hop, que ici ça trempe dans la résine. Donc ça vous fait exactement le même effet que lorsque vous essayez de sortir un verre rempli d'eau que vous avez immergé dans une bassine, vous essayez de le sortir à l'envers, là, comme se présente la résine. Hein, c'est vide à l'intérieur, et donc quand vous tirez dessus, ça fait ça va résister, vous avez un effet ventouse. Et le risque avec cet effet ventouse, en fait il est double. Le plus petit risque, c'est d'avoir une déformation ici de certains éléments, voire un décrochage au niveau des supports, ou carrément l'objet qui va se décrocher du plateau et rester au fond du bac. Pour éviter ça, eh bien, il faut que l'air circule pour faire un appel d'air et que la résine s'écoule et qu'il n'y ait pas ce phénomène de ventouse. Et pour ça, il faut utiliser la fonction évent ici. Alors la fonction évent, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trous. Voilà, vous voyez, ça va faire un trou là, dans ma structure. Là, je vous le présente. Pardon. Hop. Donc, je vous présente l'élément. Hein. Là, si je fais, alors je fais n'importe quoi. Hein. Voilà, disons, imaginons, je mets un trou ici. Bah, si je regarde, si je descends au niveau où se trouve mon point là. Bah en fait il y a un trou, voilà, il y a un trou dans la structure qui va permettre donc de faire circuler l'air.
Alors, comme le reste, le trou que vous allez, les vents, hein, pour être exact, que vous allez faire. Alors déjà, il s'oriente en fonction de votre de l'endroit où vous le présentez. Et vous pouvez ici paramétrer. Alors, je crois que la forme, si vous pouvez soit sélectionner un trou carré, soit cylindrique. Ici, vous avez le diamètre du trou. Voilà, bon, évidemment, là, j'ai fait beaucoup trop gros. Hop. Voilà. Et ici, vous avez la pénétration du trou. Alors, simplement parce que, imaginons, donc je sais que ma paroi, elle a fait 2 mm. Si je fais un trou de... On va se remettre sur quand même quelque chose de logique. Si je fais un trou ici de 0,4 mm de profondeur, et il va pas traverser la paroi. Donc en fait, ça sert strictement à rien. Et ensuite, si je fais un trou, on va dire de 3 cm, le risque, encore là, je suis pas tout à fait sûr. Non, voilà, il ne le fait pas. Bah si, vous voyez, hop, il va traverser. Il traverse la forme. Hop. Allez, le début, il est là. Et il traverse complètement. Il traverse de part en part mon objet. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Hop. Je vais supprimer l'ensemble. Voilà, j'en ai un autre ici. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû cliquer à un endroit où il fallait pas. Donc voilà. Donc faut placer les trous de telle façon à ce que la résine s'évacue et que l'air circule. Alors si vous faites un trou à la base de votre objet alors qu'il est collé au plateau, ça va servir à rien. Clairement ça va servir à rien. Pour la circulation de l'air, voilà. Alors là on sait c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Toc, là ça commence à devenir vide. Donc en fait le trou, faut presque le faire ici. Alors attendez, je vais remettre quand même une épaisseur logique. Voilà. J'ai mis 2 mm d'épaisseur, donc là ça va être très bien. Donc le trou, si je le fais ici, en fait il faut le faire un petit peu plus haut pour qu'il soit vraiment... Hop. Alors voilà, est-ce que là... Tac, j'ai mis quelle épaisseur en fait sur le vidage. Ok, donc là c'est encore... Ah ouais, je dois être sur un pli, c'est pour ça. Je dois être sur un pli du... Voilà, oui, c'est un peu plus épais ici que le reste. Parce que je suis vraiment sur la base. Donc il faut que je fasse un évent un petit peu plus grand. Bon, on va mettre 3-4 mm, comme ça je suis sûr que ça fera l'affaire. Voilà, ça a l'air de traverser. Donc je vais mettre... Hop. Alors après il faut essayer de placer le trou de telle façon à ce que ça se bouge facilement par la suite. Une fois qu'on aura fini d'imprimer. Voilà, donc là, pas de problème. J'ai bien un trou, l'air va circuler. Je l'ai fait derrière pour que ça soit pas trop visible par la suite. Par sécurité, pour être tranquille, je vais en faire un deuxième. Voilà, là ça circule bien. Pardon. Et après, bon, alors on peut, si on veut vraiment sécuriser le truc, on peut en faire un ici. Alors on peut le faire un peu plus petit pour que ça soit relativement discret. Le but du jeu étant que l'air et la résine circulent. Donc là, vous voyez, j'en ai fait un autre. Toc, si je descends, voilà, il y en a un petit là. Voilà. Et donc, normalement, là, rien que ça, ça va limiter l'effet de succion. Toc. Alors là, ce qu'on voit, par contre, c'est pour ça qu'il faut regarder l'évolution, c'est que là, voilà, on a le trou, on a notre évidage qui correspond bien, on a bien l'air, il communique avec nos trous qu'on a fait. Il n'y a pas de souci. Toc. Là, ça évolue, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et là, hop, on voit qu'ici, ça se ferme et qu'on a ici un creux.
Donc ça veut dire que l'effet ventouse, on va pas l'avoir ici parce qu'on a nos trous qu'on a placés ici. Par contre, on risque de l'avoir ici parce que là, ça se referme. Et que rien ne dit que ça communique et qu'on risque d'avoir un petit problème. Alors je sais que moi, bah, j'avais fait un trou ici. Toc. Ça se bouchera relativement facile avec un mastic quelconque. Et ça va permettre de faire circuler l'air et de limiter tout risque. Bon là c'était tellement minime par rapport au reste que je l'ai pas colmaté. Et pour finir, histoire d'être sûr que tout aille bien, si je me rappelle bien, j'avais également fait un petit trou ici pour que, n'oublions pas, je le rappelle, on imprime dans l'autre sens. Donc pour qu'en fin d'impression, alors l'idéal ça aurait été de le faire là, mais qu'en fin d'impression la résine puisse quand même s'écouler ici. Pour pas qu'il y ait de résine qui reste également à l'intérieur, de la résine non polymérisée qui reste à l'intérieur, parce qu'avec le temps cette résine non polymérisée va réagir chimiquement et grignoter l'intérieur jusqu'à traverser et puis endommager votre pièce et également s'écouler à l'endroit où vous exposez votre pièce. Donc ça serait vraiment catastrophique. Donc voilà, notre pièce est soutenue, notre pièce a été vidée et possède des trous pour être donc pour que la résine s'écoule et qu'il n'y ait plus d'effet de ventouse. Donc là on a fait la majorité du travail. Il ne reste plus qu'à exporter notre fichier. Donc là, hop, je suis sur l'écran de base de l'exportation. Donc je vais aller un petit peu plus en détail sur cet écran, bien qu'on l'ait parcouru très rapidement tout à l'heure pour que je vous montre la simulation. Donc vous avez ici objet, bah, ça vous montre les différentes couches avec l'objet directement. Hop, ici vous avez tranche, c'est-à-dire qu'on voit où est-ce que ça tranche et on voit vraiment ici le fichier image, puisque je rappelle que ce sont des images qui sont projetées via l'écran de l'imprimante pour polymériser la résine. Donc en gros là où c'est blanc, c'est ce qui est éclairé, donc qui va faire durcir la résine, et ce qui est noir n'est pas éclairé. Et c'est le fait de faire image successive par image successive qui donne la figure terminée. Donc en fait l'opération ici de préparation, hein, puisque vous avez évidé, vous avez mis vos supports et tout, là c'est de générer chaque fichier image. En fait le fichier que vous exportez vers votre imprimante, c'est une compilation de fichiers images qui va être envoyé à l'imprimante pour qu'elle elle les affiche sur son écran pour que ça polymérise la résine au bon endroit. En fait voilà, ça se présente vraiment comme ça. Donc là vous avez les tranches. Ici vous avez que les images. Ce qui correspond en fait à, quand vous regardez en tranche, à cette zone noire. Hein. La simulation, bah, on l'a vu ensemble tout à l'heure. Hein, c'est vraiment la simulation de l'impression à l'imprimante. Et vous avez ici échelle. Alors échelle c'est assez sympa. C'est pouvoir donner un ordre d'idée de la taille de votre figure imprimée par rapport à un stylo, une canette de 33 centilitres et une banane. Et puis vous avez aussi un tapis de découpe hein, pour donc ça vous donne une idée de ce que ça va donner au final. Donc on va exporter notre fichier donc qui va exporter les vidages, enfin toutes les informations qu'on a dedans. Vous avez ici les paramètres d'exportation. Donc vous avez l'imprimante sélectionnée, la résine sélectionnée. Donc pour si vous cliquez sur résine, vous avez ici votre résine que vous utilisez. Donc je peux sélectionner, moi j'ai donc de l'Anycubic qui est c'est la Basic Grey que j'ai, et je peux soit choisir d'imprimer à 25 microns
une épaisseur 25 microns, ou imprimer à 50 microns. Pour ajouter une nouvelle résine, on clique sur ajouter. Donc là, on a l'imprimante et le modèle, la marque de l'imprimante, le modèle de l'imprimante. Et on peut ici rentrer la marque de la résine. Donc je peux très bien prendre la Creality lavable à l'eau par exemple. Toc. Ici, j'ai les différentes, dans cette gamme-là, les différents modèles qui existent. Donc là, il n'y en a qu'une, hein, c'est la rapide. Ici, j'ai la couleur de la résine. Et ici, bah, ça me donne des profils que je peux utiliser. C'est-à-dire une 50 microns d'épaisseur avec un temps à 3 secondes 5 et une vitesse. Alors, ce sont des profils utilisés. Ici, vous avez le taux de réussite de profil, mais bon, ça c'est assez anecdotique. Ce qui est important surtout, c'est de rentrer la bonne impression, la bonne résine et la bonne marque. Donc, moi, c'était donc, j'ai dit, ce que j'utilise, moi, c'est l'Anycubic. Toc, hop. C'est de mémoire la basique en gris. Et donc là, vous voyez, j'ai différents profils. Si j'imprime en 50, 40, 30, 25 microns, 20 microns. Et puis le reste, bon, ça sert pas trop dans le gamme, avec mon imprimante à moi, la Holotte, puisque tout le reste, les autres paramètres, je les paramètre directement sur l'imprimante et non pas sur le slicer. Ça, c'est un peu la particularité me concernant. Pour les autres imprimantes, c'est là que ça se joue. Donc je reste sur mon imprimante, sur ma résine grise basique avec une couche de 50 microns. Vous avez ici l'anti-aliasing, donc ça va servir à atténuer l'effet escalier dans tout ce qui est courbe. Donc généralement moi je mets voilà, standard. Le niveau je le laisse par défaut, ça j'y touche pas. Destination ordinateur, hein, puisque j'ai enregistré le fichier sur mon ordinateur. Et le format d'export, bah, c'est le format comment dire, propriétaire de la Lat1. Donc c'est ça. On peut également faire un export d'objets 3D, mais ça c'est réservé à la version Pro. Vous pouvez créer soit des STL, soit des objets. Voilà. Alors je vous dis une bêtise, vous pouvez exporter en objet ou en STL avec la version gratuite. Par contre, tout ce qui est évidage et trou ne sera pas conservé. Hein. Ça, il n'y a que la version Pro qui le permet. Mais dans mon cas, bon là, il me dit que j'ai un minima que j'ai pas optimisé. Mais parfois, il y a des minima qui n'en sont pas vraiment. S'il n'y a qu'une seule couche d'écart, ça passe. Franchement, bon, je l'ai imprimé la dernière fois comme ça, j'ai eu aucun souci. Et donc, on exporte les couches sur l'ordinateur. Alors par contre, comme je ne suis pas abonné, faut que j'attende une vingtaine de secondes. Donc on va accélérer un petit peu. Donc voilà, on a attendu la publicité. On clique sur continuer. On sélectionne l'endroit où on veut sauvegarder notre fichier d'exportation et on le renomme. Donc là, Yoda Test. Je sauvegarde et il va donc calculer les couches. Voilà. Et là, vous avez donc un petit résumé. Voilà, le temps d'impression, bah, il dit qu'il ne peut plus l'estimer maintenant. C'est un peu embêtant ça. J'ai écrit à Litchi Slicer pour leur demander pourquoi avant j'avais cette possibilité là et maintenant je l'ai plus. Il donne donc le nombre la quantité de résine utilisée pour la figurine et les supports et le coût estimé de cette résine, parce que alors ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que quand on rentre le profil de la résine, après on peut rentrer également le prix auquel on a payé le litre de résine, ce qui lui permet d'estimer le coût.
Alors, faut se méfier un peu de cette quantité de résine estimée. Parce que d'abord, ça n'estime que la quantité de résine qui va être polymérisée. Or, n'oubliez pas que vous avez une quantité de résine non négligeable, surtout dans le cadre d'une impression évidée, qui peut se retrouver à l'intérieur de l'impression, mais également qui reste dégoulinante sur l'extérieur de l'impression. L'autre point aussi, c'est que n'oubliez pas que votre zone d'impression, hop, on va se remettre là-dedans, toc, voilà, votre bac d'impression, il est là, et si vous mettez que le strict minimum de la quantité de résine qu'il vous faut, bah, n'oubliez pas que votre bac il est plus grand que votre résine, donc il ne va pas y avoir assez de profondeur, il va vous rester peut-être une mince pellicule de résine, mais qui ne sera pas assez grande pour imprimer une couche. Donc il faut prévoir nettement au-dessus que la quantité estimée de résine. N'oubliez pas ce point-là, il ne faut pas se baser uniquement sur ça. Donc voilà. Le dernier point que je voulais vous montrer, et là on va prendre un autre exemple pour pouvoir le faire, parce que Yoda ne s'y prête pas, c'est justement vous montrer une figurine penchée et la notion de radeau. Alors, pour cet exemple-là, hein, qui va être très très rapide, j'ai pris un petit buste d'une petite viking à l'air, une petite enfant viking à l'air si souriante, donc que j'avais tenté d'imprimer, et en fait, comme j'en ai déjà parlé sur une autre vidéo, j'ai eu des soucis avec cette couette-là que j'avais pas bien fixé. En fait, j'avais raté un îlot et les autres supports n'ont pas été posés de manière optimum, et en fait, il me manque toute la couette. Là, c'est coupé net ici. Mais donc voilà, typiquement ce genre d'objet, on ne peut pas l'imprimer collé directement au plateau parce qu'il est creux déjà en dessous, et puis de toute manière il n'y a pas de surface plane pour le placer. Donc là, il faut essayer de le placer de telle façon à optimiser l'impression. Donc c'est un buste. Donc ce que je vais faire, ce qui me viendrait à l'idée, c'est déjà de le pencher un peu. Donc là, la règle de pencher, on va l'appliquer. Donc on va le pencher, je sais pas, là on va le pencher à peu près comme ça, hein, entre 30 et 40 degrés. Entre 30 et 45 degrés, hein, je suis même peut-être un petit peu violent là. Voilà. Ce que je vais faire également, c'est le surélever un petit peu du plateau, parce que là du coup il va falloir que je mette des supports en dessous, et là s'il touche le plateau, ça va pas être possible, les supports vont pas pouvoir se mettre. Donc j'ai différentes solutions pour le placer un petit peu en hauteur. Donc on va le monter avec la flèche ici, je regarde, hop. Ok, ça devrait le faire. Voilà. Donc on se met sur préparation du fichier. On voit les différents îlots. Alors bien entendu, étant donné qu'elle est penchée, il y en a... appelons, excusez-moi, hein, les... Comment ça s'appelle? Les zones dans le vide. Les surplombs, voilà, je cherchais. Les surplombs. Donc il y en a pas mal, mais surtout... il va falloir que je mette des supports en dessous. Alors, ce que j'aurais tendance à faire sur ce type de configuration, alors déjà de base, c'est qu'il va falloir que je m'arrange pour que ça soit bien fixé au plateau. Donc pour que ça soit bien fixé au plateau, je vais sélectionner des supports gros, hein, des gros supports, hein, voilà, hein, c'est quand même assez costaud comme type de support. Et ce que je vais essayer de faire surtout, c'est de les placer de telle manière à ce que, vu que eux ils sont gros, ils ne gênent pas. Ils ne gênent pas au niveau de l'impression. Alors là par exemple je suis un peu embêté, je vais peut-être la redresser un peu parce que j'ai pas la place, vous voyez, de mettre des gros supports
à cet endroit-là. Donc je vais peut-être la pencher un petit peu moins. Rotation, toc. Voilà, c'est juste un petit poil. Voilà. Hop, préparation. Alors dans les utilitaires, j'ai également ici un utilitaire qui permet de soulever directement de 5 mm si on le souhaite. Ouais. Donc ça permet de placer éventuellement un peu mieux la figurine. Et donc cette zone là qui est en dessous, qui va pas se voir, bah, je vais en profiter pour mettre mes gros supports à cet endroit là. Hop. 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 Alors avec des supports de cette taille là, je pense que c'est bon. Elle va pas tomber. Après, l'autre truc, ce qu'on peut faire aussi, alors je vais retirer les supports pour qu'on voit mieux. Et ben, on va appliquer notre méthode de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, je prends mes supports moyens, par exemple, et je vais monter tout doucement pour voir ce qui apparaît en premier. Alors évidemment, ça apparaît pas tout de suite parce que je rappelle qu'on n'est pas on touche pas le plateau directement. Et donc bah, je vais déterminer mes îlots comme ça. Hop. Hop. Là j'ai un îlot. Toc. Voilà, je vais le faire vite, hein, puisque c'est juste pour montrer. Voilà, donc le principe c'est ça. Et puis je vais placer mes supports au fur et à mesure. Hop. Alors pourquoi j'en place autant là? C'est parce que en fait, alors on va aller un petit peu plus loin. Comme vous voyez, ce sont des formes arrondies. Et je rappelle hein, qu'il y a toujours cette notion d'aspiration, enfin de forme qui est collée au FEP. Et donc là, je vais mettre des supports à distance régulière pour être certain que ça ne soit pas déformé lorsque la pièce est aspirée. Lorsque c'est tiré. Bon là vous voyez par exemple, hop, on a encore un îlot ici. Bon voilà, enfin je vais passer un peu vite parce que c'est pas cette partie-là que je veux surtout vous montrer, mais bon voilà. Le principe du placement des supports, on l'a vu tout à l'heure. C'est surtout, donc je me remets mes gros supports, là où il y a besoin. Toc, pour être sûr que là, ça va être bien solide. Voilà. Donc, les supports, là ils sont placés. Et, comme vous voyez, ça fait un espèce de radeau ici. Qui est pas... enfin... qui est solide, hein, qui permet de bien s'accrocher au plateau. Mais en revanche, moi j'ai une petite préférence. Donc on va dans Assise. Et vous avez ici des tas de supports différents. Et moi j'ai tendance à utiliser celui-ci. Voilà. Donc qui fait un support avec des bords biseautés. Je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un support plat. Donc celui-là il est légèrement biseauté. Mais bon, c'est pas tip top. Celui-là est complètement plat, rectangulaire. Moi j'ai tendance à préférer celui-ci parce que là je peux vraiment placer la spatule en dessous et le décoller. Donc voilà, c'était cet élément là que je voulais vous montrer, que j'avais oublié d'aborder. C'est donc l'îlot et le principe de support lorsque vous surélevez votre pièce. Voilà, donc c'était vraiment les principes de base. Et vous voyez, on est déjà à 1h15 de présentation. Mais bon, là j'ai fait la présentation des principes de base, hein. Bon là normalement il faudrait que je complète avec d'autres supports pour soutenir un peu tout. Les îlots, donc en îlot là il y a les deux cordes. Il y a les deux cordes sur le lassage de la robe. Il y a les mèches de cheveux. Il y a sans doute là les boucles d'oreilles aussi qu'il faudrait soutenir. Puis les couettes, hein. Là à mon avis si je viens là, hop, vous voyez là des îlots, il y en a plein, hein. Ouais, ça c'est un îlot, ça c'est un îlot, vous en avez plein là. Donc tout ça c'est à soutenir individuellement.
Donc voilà, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur Glitchy Slicer, parce que vraiment ce que je voulais vous présenter, c'était le principe des supports et de préparation de pièces, et non pas une présentation complète de Glitchy Slicer et de l'ensemble de ses possibilités. Il existe une vidéo qui est bien faite, même si elle n'est pas tout à fait récente et qu'elle ne comporte pas toutes les fonctionnalités actuelles de Glitchy Slicer. Mais je vous mets le lien dans la partie description de cette vidéo. Elle a été faite par Thomas de Poly Workshop, si je me souviens bien, pardon. D'un autre côté, il peut connaître le logiciel puisqu'il travaille pour la société qui l'édite. Donc il le connaît sur le bout des doigts, c'est là que j'ai appris à m'en servir. Je vous partage cette vidéo dans la section description juste en dessous. J'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez aller plus loin bien entendu, hein. Je n'ai fait que survoler le sujet, mais on est déjà, je vous dis, à 1h17 de vidéo, ou autour d'1h17 en tout cas, parce que je vais sans doute faire des coupes au montage. Si vous avez des commentaires, des questions, la section commentaires, elle est là pour ça. Si vous le souhaitez et que vous ne voulez pas rater de vidéos, le moyen le plus simple, c'est s'abonner à ma chaîne. Si vous voulez voir ce que je fais en temps réel, parce que je ne fais pas que de l'impression 3D, je fais également de la maquette classique. Pour ça, ma page Facebook Sebguy Factory. En attendant, prenez soin de vous. On entre dans la période estivale. Les beaux jours sont là. Profitez-en. Aérez-vous. Ne restez pas enfermés, même si c'est super de faire toutes ces activités créatrices. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt, soit pour un tuto 3D, soit pour vous présenter ce que j'aurais pu en faire. À bientôt.